Salut, c'est Zaba, et commençons par le numéro 8, rouler sa bouse. Tout le monde sait à quel point les Égyptiens du passé étaient obsédés par le cycle de la vie et de la mort. Leur fascination pour les scarabées ou les bousiers est également liée à cette obsession. Selon l'entomologiste Yves Camphor, les anciens Égyptiens considéraient que les scarabées émergeaient avec une boule de crotte et disparaissaient dans le désert, un peu comme le soleil qui se lève et qui se couche chaque jour. Mais curieusement, ces bestioles ont en effet d'impressionnants talents célestes. Les bousiers, comme les scarabées, sont d'incroyables navigateurs qui utilisent le soleil comme guide pour déplacer leur charge. En faisant rouler la boule d'excréments, le scarabée s'arrête périodiquement, monte sur son trophée, regarde autour de lui pour s'orienter, puis redescend et recommence à pousser sa boule. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le dieu solaire Khépri de l'Égypte ancienne avait le visage d'un bousier, symbolisant le roulement de la boule de feu d'est en ouest dans l'immensité céleste. Et vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Si Khépri est un scarabée, alors le soleil devient la boule de crotte, et donc la crotte devient un symbole d'immortalité et de réincarnation chez les anciens Égyptiens. Mais attendez, il y a encore plusieurs niveaux à cette histoire de merde, et c'est le cas de le dire. Les Égyptiens considéraient les excréments de tous les animaux comme sacrés et les incorporaient à leurs remèdes. Les excréments de gazelles, de chiens, de chats, d'ânes, etc. étaient utilisés dans divers assortiments de remèdes et d'onguents. Certains étaient également employés dans les rites, les cérémonies ainsi que dans les exorcismes. Mais le caca de crocodile était le plus spécial de tous, car il n'était pas seulement un médicament, il était aussi considéré comme un contraceptif, oui, pour les humains. Le papyrus gynécologique Kaoun, vieux de 4000 ans, est un traité médical détaillant tous les moyens et mesures utilisés par les anciens Égyptiens pour contrôler les naissances. Et le document est rempli de pratiques pour le moins bizarres. Les hommes de l'Égypte ancienne étaient en fait parmi les premiers à se servir de prophylactiques pendant les ébats amoureux, mais ces contraceptifs étaient fabriqués dans le même tissu que celui utilisé pour les étoffes de pagne. Et si vous trouvez ça bizarre, écoutez ceci. Un mélange de miel et d'excréments de crocodile était utilisé par les femmes égyptiennes de l'Antiquité comme pesser, ou préservatif anticonceptionnel pour la femme. Et si se servir d'un bloc de miel et d'excréments de crocodile comme contraceptif peut sembler extrêmement dégoûtant, le fumier acide agissait comme un spermicide et tous les insectes que la bouse aurait pu transporter étaient éliminés par le miel en raison de ses propriétés antibactériennes. Ce qui permettait également de lutter contre les MST, supposément. Certes, le mélange d'excréments de crocodile et de miel semble pour le moins répugnant et gluant, mais ça reste une pratique que les Égyptiens jugeaient efficace. Numéro 7. Menstruation masculine. Pour l'historien grec Hérodote, l'un des aspects les plus fascinants de l'Égypte ancienne était l'égalité au sein de la société égyptienne. Contrairement à la Grèce et à Rome, où les femmes avaient un statut social quelque peu inférieur à celui des hommes, l'Égypte permettait aux femmes non seulement de posséder des biens et de régner, mais aussi de travailler dans tous les domaines qu'elles souhaitaient. Il y avait des guérisseuses, de grandes prêtresses, des officiers militaires féminines, et j'en passe. Et de la même manière, les hommes de l'Égypte ancienne jouissaient de privilèges qui étaient considérés comme féminins dans le monde extérieur. Les hommes d'Égypte se maquillaient avec assurance, tout comme les femmes. Les eyeliners épais en forme d'œil de chat étaient très populaires, tout comme les parfums, les perruques et les huiles animales et les graisses étaient utilisées comme hydratants par les hommes tout comme par les femmes. Les Égyptiens pensaient que le maquillage ne les rendait pas seulement magnifiques, mais qu'il protégeait aussi la peau. Mais apparemment, l'égalité des sexes chez les Égyptiens ne s'arrêtait pas là et allait bien au-delà, puisque les hommes d'Égypte avaient apparemment aussi leurs règles. Attendez un peu, menstruation masculine, ai-je bien lu? Et oui, malgré toutes les pratiques hygiéniques et culturelles de pureté, l'Égypte ancienne connaissait de nombreuses maladies et malheureusement, l'une d'entre elles était la schistosomiase ou bilharziose, dont l'un des symptômes était d'uriner et de faire des selles sanglantes. Et cette maladie était si répandue que les gens ne pensaient même pas qu'il s'agissait d'une maladie, ils pensaient seulement que les hommes avaient leurs règles. Les Égyptiens acceptaient que les hommes aient des règles tout comme les femmes, et cela faisait partie de la vie adulte.
Ils croyaient même que les saignements étaient un signe de fertilité chez les hommes. Numéro 6, le pharaon troll. L'un des plus grands commandants de l'histoire égyptienne, Sésostris III, avait la maturité mentale d'un joueur en ligne lorsqu'il s'agissait de célébrer ses conquêtes militaires. Il a emmené ses navires de guerre et son armée sur toutes les terres qu'il pouvait atteindre et a étendu son empire plus loin que n'importe quel autre pharaon. Et histoire de commémorer ses succès, il aimait créer des monuments sur les champs de bataille après avoir vaincu ses ennemis en érigeant des piliers. Et sur ces piliers étaient gravés les récits des batailles ainsi que ses vantardises habituelles sur la façon dont il avait vaincu ses rivaux et sur le fait que les dieux l'avaient toujours favorisé parce qu'ils menaient leur mission sur le champ de bataille. Mais il ne s'arrêtait pas tout à fait là. Selon Hérodote et Pline l'Ancien, tout comme TripAdvisor, il disposait de son propre système de notation afin d'évaluer la façon dont ses ennemis se battaient contre lui. Mais au lieu d'étoiles, il utilisait des symboles légèrement différents et bien plus choquants. Si l'armée rivale était intrépide et résistante sur le champ de bataille, il gravait une image d'organes génitaux masculins sur le pilier. Et au contraire, si l'armée était trop facile à mettre en déroute ou tentait de fuir, Sésostris demandait aux graveurs de sculpter des images d'organes génitaux féminins pour les désigner. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. En gros, il se comportait comme les mauvais perdants que l'on rencontre dans League of Legends en ligne. Mais l'utilisation de représentations génitales n'est pas vraiment une surprise, car les Égyptiens n'ont jamais été prudes à l'égard de la sensualité et des sujets charnels. Contrairement à ses contemporains grecs, l'Égypte était une société libérale qui non seulement traitait les deux sexes sur un pied d'égalité, mais abordait également les sujets des relations amoureuses avec une grande ouverture d'esprit, pour ne pas dire autre chose. Parfois, au point même que les gens d'aujourd'hui trouveraient cela répréhensible. Par exemple, lors de la fête de Mine chaque année, le public et le pharaon lui-même accomplissaient un rite sacré pour garantir une bonne récolte et la prospérité. En arrivant sur le rivage du Nil, le pharaon offrait sa bénédiction au fleuve. Et vous savez de quel genre de bénédiction il s'agit? Sa semence. Oui, vous ne rêvez pas. Et non seulement le pharaon le faisait, mais aussi tous les autres hommes du public suivaient le roi et faisaient de même. Cette cérémonie avait lieu chaque année afin de recréer le cadeau offert par Atum pour nourrir le Nil. Et je suppose que le Nil était très bien nourri après cela, mais je ne conseillerais pas vraiment de s'y baigner. Numéro 5, la reine barbue. Toutes les sculptures de l'Antiquité représentent les puissants pharaons d'Égypte avec une barbe longue, étroite et artificielle au menton, comme si cela faisait partie de leur apparence officielle en tant que roi d'Égypte. La vérité est que les pharaons égyptiens n'étaient pas seulement rasés de près, mais que nombre d'entre eux préféraient rester chauves pour éviter les problèmes de poux et pour garder la tête fraîche dans la chaleur étouffante du désert. Alors pourquoi les représenter avec une barbe, me direz-vous? Eh bien par souci de divinité. Il n'était pas vraiment facile d'être le souverain de l'Égypte. Cette fonction s'accompagnait d'un apprentissage intensif, d'une éducation rigoureuse et d'un trop grand nombre de responsabilités. Les pharaons portaient non pas une mais plusieurs couronnes dans le cadre de leurs fonctions. Ils n'étaient pas seulement des souverains, mais aussi les grands prêtres du pays, le juge suprême, le commandant en chef de l'armée et aussi les dieux incarnés. Ainsi, même s'ils ne portaient pas la barbe dans la vie réelle, leur représentation avec une barbe était un symbole de leur divinité et de leur étroite association avec les dieux. Ils souhaitaient garder la barbe car la pilosité faciale était un élément qui les plaçait au rang des dieux. En effet, dans l'Égypte ancienne, la capacité à se laisser pousser une barbe saine et de belle apparence était un signe de divinité. Généralement tressée serrée, la barbe était façonnée dans un style particulier qui ressemblait à la pilosité faciale des dieux. Et tout comme aujourd'hui, la barbe était un signe de virilité dans la civilisation égyptienne. À l'époque, la pilosité faciale était étroitement liée à la puissance, à la virilité et à la fertilité masculine. Mais ce n'était pas vraiment le cas du terme pharaon. Cela peut véritablement prêter à confusion car pharaon se traduit littéralement par le mot roi. Et pour les Égyptiens de l'Antiquité, ce titre était plutôt un terme neutre du point de vue du genre. En fait, le mot pharaon n'est même pas égyptien.
Il s'agit d'une prononciation grecque ou hébraïque du mot égyptien Péro ou Para qui signifie grande maison. À l'origine, Pharaon désignait le palais du roi et ce n'est que vers 1450 avant notre ère qu'il est devenu un terme désignant le souverain. Il est vrai que parmi les 170 pharaons connus, la grande majorité étaient des hommes. Mais l'Égypte a connu une poignée de femmes qui ont également été appelées pharaons. L'une des rares femmes à avoir régné sur l'Égypte est Hatshepsut, qui a travaillé sans relâche pour devenir pharaon et a conservé le trône pendant tout son règne. Et aujourd'hui, on se souvient qu'elle est à l'origine de la construction de certaines des merveilles architecturales antiques les plus connues d'Égypte. Cependant, à son époque, elle a dû essuyer de nombreuses critiques de la part de son entourage concernant sa prétention au trône uniquement en raison de son sexe. Et c'est probablement pour cette raison qu'elle n'était pas vraiment confiante dans sa féminité et qu'elle a ordonné à tous les artistes d'Égypte de ne la dessiner qu'avec des barbes. Aujourd'hui, aucune sculpture ne la représente sans une barbe fournie et des biceps volumineux. Elle exigeait également que tout le monde s'adresse à elle en tant que fils de Ra et se présentait donc de la même manière. Et les historiens estiment qu'il est tout à fait possible qu'elle ait également porté une fausse barbe dans la vie réelle. Soit Hatshepsut n'était pas très sûre d'elle en tant que pharaon, soit elle était furieuse d'être née femme. Mais quoi qu'il en soit, il est regrettable que son fils se soit senti plus mal à l'aise qu'elle et qu'il ait fini par l'effacer presque complètement de l'histoire. Les fausses barbes ont également joué un rôle important après la mort du pharaon. Leur représentation après la mort était toujours à l'image d'Osiris, le dieu de la mort et de l'au-delà. Il s'agissait notamment d'imiter sa barbe, dont l'extrémité était légèrement recourbée. Les fausses barbes étaient souvent placées sur les cercueils des pharaons qui comportaient souvent des illustrations de leur visage. Numéro 4. Le pharaon traître kleptomane. Apries n'était pas vraiment un pharaon comme les autres, puisqu'il était le fils de l'un des rois les plus influents de la 26e dynastie, Psamétique II. Psamétique II est connu pour son rôle de guerrier dynamique, de stratège militaire et de souverain prospère qui a simultanément construit l'empire et des bâtiments de manière très prolifique. Cependant, le personnage central de cette histoire n'est ni Apries ni Psamétique II, mais un général de l'armée d'Apries nommé Ahmosis. Apries tente de marcher sur les traces de son père en poursuivant la construction de temples et en s'immisçant dans les affaires palestiniennes. Et cette politique l'a conduit à être confronté à plusieurs conflits militaires sur les fronts internes et externes. Et des opérations militaires interminables et peu concluantes laissent ses troupes insatisfaites et une série de mutineries affaiblissant l'empire. Et suite à la défaite cuisante de l'armée égyptienne qui tentait d'aider les Libyens contre les envahisseurs grecs de Cyrène, les soldats égyptiens en eurent assez d'Apries et se révoltèrent contre lui. Le roi décide alors de confier le conflit à Ahmosis et l'envoie mener les pourparlers dans l'espoir d'éviter la guerre civile sans renoncer au trône. Mais il s'agit d'une nouvelle erreur de la part d'Apries. Ahmosis n'était rien d'autre qu'un politicien cupide et opportuniste. Il était aussi kleptomane, mais nous en reparlerons plus tard. Lorsqu'Ahmosis arriva au camp des soldats, il comprit du premier coup d'œil que les chances étaient totalement en la faveur des mutins. Et lorsque les soldats lui proposent de se joindre à eux et de les diriger, il jette par la fenêtre les conditions de négociation du pharaon. Il se tourna alors vers le messager du pharaon et flatula dans la direction générale du palais du pharaon, puis dit au messager « rapporte ça au roi ». Très classe. Et bien qu'il ait pris le trône par la force, Ahmosis est parvenu à mettre en œuvre un grand nombre de réformes importantes. Il a vaincu et tué Apries sur le champ de bataille, mais il a offert à ce dernier des funérailles royales en bonne et due forme et a épousé sa fille pour légitimer sa succession au trône. Cependant, il n'a jamais pu se pardonner d'avoir trahi son pharaon et a mis au point une méthode très sadique pour se déculpabiliser. Il rend des visites à des oracles dans tout le pays pour leur demander s'il était innocent ou coupable. Et naturellement, les oracles le proclamaient innocent afin de ne pas fâcher leur souverain. Mais ce faisant, Ahmosis demandait leur mort et les traitait d'imposteurs car selon lui, s'il pouvait vraiment parler aux dieux, il saurait que ce qu'il avait fait n'était rien d'autre qu'une trahison. Et Ahmosis était également un kleptomane invétéré qui volait les biens de ses alliés
et tentaient ensuite de les convaincre qu'ils ne les avaient jamais possédés. Numéro 3. Le pharaon chaud lapin. Certaines personnes font l'amour pour vivre, d'autres vivent pour faire l'amour, et Ramsès II était sans aucun doute de cette seconde catégorie. Peut-être même que le fait d'être actif au lit était aussi le secret de sa longévité, qui sait. Et même les sujets de son empire ont commencé à croire que sa fertilité et sa longévité étaient le signe qu'il était un véritable dieu. À une époque troublée, où les pharaons mouraient jeunes à cause de complots et de machinations contre eux, Ramsès II a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 91 ans. Même s'il était vieux et fragile, il est resté actif à la cour royale et dans son lit royal. Il a construit plus de statues et de monuments que n'importe quel autre pharaon et a sans doute engendré plus d'enfants que n'importe quel autre pharaon. Et au moment de sa mort, il avait 9 épouses vivantes et au moins une centaine d'enfants connus. Autant dire qu'il avait épousé toutes les jolies filles sur lesquelles il avait posé les yeux. Il refusait même de signer des traités de paix après avoir réussi à envahir des pays jusqu'à ce qu'ils lui remettent leurs filles. Il a également épousé au moins 3 de ses propres filles, dont la première-née et au moins une sœur qui aurait également pu être sa fille. Je sais, il ne faut pas juger avec notre regard moderne, mais Burke. Numéro 2. Les singes policiers. En Égypte antique, rencontrer une horde de singes qui courent dans votre direction était souvent synonyme de très sérieux problèmes, car cela voulait dire que vous étiez certainement considéré comme un homme recherché et un hors-la-loi. Le mandat avait sûrement été émis et les flics étaient à votre recherche. Des flics babouins. Ça pourrait faire un très bon pitch pour une comédie, mais c'était bel et bien la réalité en Égypte antique. Les chats étaient le choix le plus populaire, mais les anciens Égyptiens aimaient toutes sortes d'animaux. Dans la biosphère africaine, il n'y avait guère d'animaux que les Égyptiens n'hésitaient pas à utiliser comme animaux de compagnie. Lions, élans, gazelles, hippopotames, poissons, oiseaux, singes et même babouins. Les Égyptiens étaient donc connus pour leurs animaux de compagnie exotiques, mais tous n'étaient pas destinés au spectacle. Et à l'instar des chiens utilisés par les services de police modernes dans le monde entier pour aider les autorités à rechercher, traquer et repérer, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient des babouins. Les hiéroglyphes et les œuvres d'art qui ont traversé les âges dépeignent les autorités égyptiennes utilisant des babouins en laisse pour appréhender des criminels. Une œuvre d'art égyptienne classique et choquante montre les autorités lâchant un babouin sur un voleur dans un marché, le criminel les suppléant de rappeler l'animal alors qu'il lui mordait la jambe. Les babouins de compagnie de l'Égypte ancienne savaient également cueillir des fruits, danser et mieux encore, participer à la fabrication de la bière. Leurs maîtres les aimaient tellement que certaines momies ont été retrouvées avec des tatouages et des œuvres d'art représentant des babouins. Numéro 1. Tests de grossesse. Les tests de grossesse de l'Égypte ancienne étaient très différents de ceux utilisés de nos jours. Mais quoi qu'il en soit, les femmes d'aujourd'hui ont la chance de disposer de tests de grossesse modernes qui leur permettent de savoir quand il est temps de se rendre à la clinique ou d'annoncer la bonne nouvelle à leurs proches. Mais les Égyptiens de l'Antiquité avaient étonnamment une méthode similaire pour leurs tests de grossesse. Dans le premier test de grossesse connu, les femmes de l'Égypte ancienne se rendaient dans des champs de blé et d'orge récemment ensemencés et urinaient sur les graines. Si ces graines poussaient plus rapidement que leur période de floraison habituelle, cela signifiait généralement une grossesse positive. Cela peut sembler quelque peu archaïque, mais les tests modernes fonctionnent à peu près de la même manière. Pendant la grossesse, des hormones spécifiques sont présentes dans l'urine des femmes et ce sont ces hormones qui aident les graines à germer plus rapidement. Et les tests modernes détectent la concentration de ces mêmes hormones dans l'urine des femmes pour déterminer si elles sont enceintes ou non. Et dans des versions plus sophistiquées de cette méthode, les femmes égyptiennes urinaient sur des sacs d'orge et de blé dans leur propre maison et selon certains récits, ils pouvaient même déterminer si la femme était enceinte d'un garçon ou d'une fille. Et certaines estimations modernes jugent que le test des Égyptiens était concluant dans plus de 60% des cas, ce qui est vraiment pas trop mal pour l'époque. Et cette mystérieuse découverte en pleine jungle amazonienne laisse les scientifiques ainsi que les locaux bouche bée. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.